Alors, je vous rappelle, juste avant les vacances, je vous avais donné un petit exo à terminer. C'était exo 3. C'était la question 2 de l'exo 3. C'était montrer que si f est injective, donc on s'était donné une fonction f et un ensemble E dans un ensemble F, alors pour tout A inclus dans grand E, f-1 de f de A est inclus dans A. Voilà. Sachant que ce qu'on avait fait juste avant les vacances, c'était montrer que dans tous les cas, A était inclus dans f-1 de f de A. Alors, c'est quelle feuille de TD? C'est toujours la feuille 2, technique de démonstration. C'est celle qu'on avait commencé juste avant les vacances. Alors, bon, ça c'était l'exo. En fait, je vous avais demandé d'y réfléchir pendant les vacances. Je ne sais pas si vous avez eu le temps en plus avec tout ce qui s'est passé, mais bon. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait vu un petit peu avant les vacances. F de A, puisque vous aviez vu sur la première moitié du semestre, c'est l'ensemble des Y dans F, tel que il existe X dans A, tel que F de X égale Y. Voilà. Et du coup, F-1 de F de A, c'est l'ensemble des X dans grand E, tel que f de x appartient à f de delta. Donc, si on le réécrit, c'est l'ensemble des x dans grand E, tel que il existe x', je vais noter comme avant les vacances, tel que f de x' égale f de x. D'accord? Donc, si on refait les petits dessins qu'on avait fait avant les vacances, vous avez grand E qui est là, vous avez grand F qui est là, imaginons que vous aviez grand A qui est ici, f de A c'est tous les trucs rouges ici, tels que chaque élément, il y a une flèche qui arrive dessus, et f-1 de f de grand A, c'est ceux dont les flèches arrivent dans la partie rouge. D'accord? Donc ce qu'on avait montré juste avant les vacances, c'était que grand A était inclus dans f-1 de f de grand A. Bon. Et c'était assez clair parce que, en fait, si vous avez un élément de grand A, la flèche arrive dans la partie rouge. Vu que par définition, la partie rouge, c'est les éléments tels qu'il y a une flèche qui arrive dessus. Donc, la flèche arrive forcément dans la partie rouge. Bon. Maintenant, réciproquement, la question, c'était si f est injective, il fallait montrer que si un élément a une flèche qui arrive dans la partie rouge, alors forcément, en fait, il est dans la partie bleue, c'est-à-dire il est dans grand A. Alors, pourquoi c'est vrai ça? Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire une fonction injective? Ouais, allez-y. C'est quand il n'y a qu'un antécédent, enfin, au maximum un antécédent dans E. Ouais, c'est-à-dire chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Donc si tout élément de F a au plus un antécédent. Bon, si on l'écrit avec des formules, ça veut dire que pour tout x, y appartenant, je ne vais pas les appeler x et y, je vais les appeler x et x', si f de x égale f de x', alors x égale x'.
Okay, c'est ça une fonction injective. Ou vous pouvez faire la contraposée. Pour tout x' dans grand E, x différent de x' entraîne que f de x est différent de f de x'. Bon, ça c'est une fonction injective. Du coup, est-ce que vous avez réfléchi chez vous à pourquoi f-1 de f de grand A est inclus dans grand A? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Quelqu'un a envie d'expliquer aux autres quoi? Ouais, bon, après, on faudra essayer que les autres participent aussi, mais allez-y. En fait, vu qu'elle est injective et qu'il y a du coup que au maximum un antécédent dans E, ça veut dire qu'il n'y a Ouais. pas de x' dans le f-1 de f de A. Donc, le x appartenant à E, il appartient forcément à A. Alors, si on essaie de remettre ça dans l'ordre, donc on reprend la définition qui est là ici. L'ensemble des x dans E, tel qu'il existe x' dans A, tel que f de x' égale f de x. Alors, ce que vous me dites, c'est que du coup, le x dans E, il appartient forcément à A. Pourquoi? Parce que, comme vous... Pardon, allez-y. Oui, c'est ce que vous avez dit, c'est que comme il n'y a qu'un seul antécédent, comme f de x' égale f de x, c'est forcément que x, il est égal à x'. Mais du coup, x' est dans A, donc x est dans A. Alors, ce qui serait bien que vous fassiez, si vous ne l'avez pas fait chez vous, essayez d'écrire la démonstration que je viens de dire à l'oral de manière précise. Hein, donc, la démonstration, je redis, vous prenez x ici, dans f-1 de f de A, il existe un x' dans A tel que f de x' égale f de x, ok, c'est la définition, et comme c'est injectif, forcément, x égale x'. Or, x' est dans A, donc x est dans A. Donc finalement, ce qu'on va montrer, c'est que tous les x qui sont dans f-1 de f de A sont dans A. Voilà, essayez de l'écrire bien comme il faut, et après on va corriger. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Allez, petit sondage. Bon, il y en a 3 pour qui c'est pas bon, et il y en a 4 qui n'ont pas répondu, donc on va attendre encore un tout petit peu. Voilà, si vous avez terminé, hein, vous pouvez faire la question suivante, si vous ne l'avez pas faite chez vous, qui est un peu symétrique. Montrer que si f est surjective, alors B
est inclus dans F de F moins 1 de B pour tout B inclus dans grand F. Voilà. Mathieu, vous Oui, m'entendez ou pas? oui, je vous entends. Mais moi, j'ai du mal à comprendre le f de moins 1, f de a. Enfin, pourquoi on écrit ça? Enfin, ça, je comprends la logique de ce qu'on écrit comme égalité, mais pourquoi on écrit ça comme égalité? Enfin, pour moi, c'est pas ça qu'on attendait. Attendez, je suis désolé, c'est très, très coupé, très haché là ce que vous dites. Vous avez dit, c'est quoi là, pourquoi on écrit l'égalité, la première? Bah oui, enfin, Mais ça, pour c'est la moi, définition. C'est ce qu'on a pour- fait juste avant les vacances. ouais, pour moi, ça n'a pas vraiment de rapport ce qu'on écrit là. Enfin, Ok, je comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas de rapport avec quoi? bah, en gros, f de moins 1, f de a, d'accord, que ça nous ramène juste à a. Non, 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 attention. Vous confondez peut-être avec la bijection inverse d'une bijection. Là, on fait des images d'ensemble et des pré-images d'ensemble. Donc, grand A, c'est un ensemble. OK? Vous prenez f de grand A, c'est un ensemble. C'est l'ensemble que j'ai écrit ici, l'ensemble des y dans grand F, tel qu'il existe x dans A avec f de x égale y. Donc, c'est l'image de grand A par f. Et f-1 de f de grand A, c'est aussi un ensemble. Et avant les vacances, je vous avais donné des exemples d'applications telles que grand A n'était pas égal à f-1 de f de grand A. Vous vous rappelez, vous prenez f de x égale x carré, f-1 de f de 0 plus l'infini, et bien c'est R tout entier. Donc là, c'est pas forcément égal à grand A. Et justement, ce qu'on veut montrer là, c'est que quand c'est injectif, alors f-1 de f de grand A est inclus dans grand A. Bon, alors on va écrire la démonstration que j'ai proposée tout à l'heure. Peut-être que ce sera plus clair pour vous après. Donc, soit x appartenant à f-1 de f de grand A, montrons que x appartient à grand A. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Bon. Comme par hypothèse, il existe x' dans grand A, tel que f de x' égale f de x. Or, f est injective, donc, forcément, comme f de x' égale f de x, on a x' égale x. Donc, x, bon, c'est x', il appartient à grand A. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc, on a pris un élément quelconque de f-1 de f de grand A et on a montré qu'il était dans grand A. Donc ça montre bien que l'inclusion qui est là-haut est vérifiée. Ça va? Bon, c'est la démonstration que j'ai dite à l'oral, mais écrite de manière plus rigoureuse. OK? Bon, et l'autre, est-ce que vous l'avez fait chez vous? Bon, pas plus que... Je vais... Ah. J'ai eu un bug. Voilà, celle-là, essayez maintenant de faire celle-là. Donc là, je ne vais pas réécrire la définition de f de f-1 de grand B. Si vous avez votre TD d'avant les vacances, vous pouvez le faire, et puis vous pouvez y aller.
Bon, ça y est, on y va. Allez. Bon, voilà, si vous ne répondez pas, moi... Bon, on va corriger, hein. De toute manière, vous étiez censé les faire y réfléchir chez vous. Bon, je vais déjà vous rappeler la définition de f de f-1 de b. Donc, vous vous rappelez f de quelque chose, c'est l'ensemble des y en grand f, tel que il existe x appartient à f-1 de b, tel que f de x égale y. Du coup, c'est l'ensemble des y dans grand f, tel que... Qu'est-ce que ça veut dire que x est dans f-1 de b? Ça veut dire que... Bon, alors f de x égale y, on le garde, et puis en plus, f de x appartient à b. C'est la définition. OK? Donc, f de f-1 de b, c'est l'ensemble des y dans f, tel que x, tel qu'il existe x avec f de x égale y, et f de x appartient à b. D'accord? Donc, pourquoi, si f est surjectif, alors b est inclus dans f de f-1 de b? Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que surjectif? Dites-moi. C'est quoi une application surjective? Voilà, c'est au moins un antécédent. Quand il y a au moins un antécédent, attention, c'est quand tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Donc f est surjective. C'est pas juste au moins un antécédent, hein, c'est si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent. Si tout y dans f a au moins un antécédent. C'est-à-dire, pour tout y dans f, il existe x dans e, tel que f de x égale y. Donc maintenant, on veut montrer l'inclusion qui est là. Donc, on prend soit y dans grand B, montrons que y appartient à f de f-1 de grand B. Donc, on doit montrer quoi? Par définition, on doit montrer qu'il existe x dans grand E, tel que f de x égale y, et f de x appartient à B. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On utilise tout simplement la définition de surjectif. Comme f est surjective, il existe x dans grand E, tel que f de x égale y. Et puis, on se sert de l'hypothèse. Par hypothèse, y appartient à B, donc f de x, qui est égal à y, appartient aussi à B. Et donc, si on met ces deux trucs-là ensemble, on en déduit que y appartient à f de f-1 de B. Ce qui était précisément ce qu'on voulait. On a montré que si y est dans B, alors y appartient à f-1 de f de B. Alors, il y a des questions. Mais il sort d'où le x en haut? On ne l'a pas défini. À quel endroit? Dans l'ensemble? Ici? Ce x-là dont vous parlez? Oui. Eh bien, ça, c'est une variable liée. Donc, je n'ai pas besoin de le définir. Et puis, je l'ai appelé x, j'aurais pu l'appeler w ou tartempion. Là, il faut que vous repreniez le cours que vous avez fait tout au début sur les ensembles et les applications. Je ne peux pas refaire tout le cours là-dessus, et puis surtout qu'on l'a refait juste avant les vacances. Je suis désolé, mais déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Est-ce qu'il y a... Mais voilà, hein, si je peux le redire à l'oral, f de quelque chose, c'est l'ensemble des y tel qu'il existe x avec f de x, tel qu'il existe x dans le quelque chose, et f de x égale y. Ça, c'est la définition générale. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Alors, je vous avais aussi demandé de regarder un peu l'exo 4. Donc, l'exo 4, vous avez f qui va de grand E dans grand F, A inclus dans grand E, B inclus dans grand F. Et il faut montrer que... Alors, attention, c'est une formule un peu compliquée. F de grand A intersecté avec f-1 de grand B est égal à f de A intersecté avec grand B. Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, avant de vous lancer là-dedans, hein, il faut que vous commenciez à écrire la définition de ça, de l'intersection, de ça, de l'intersection. Donc, réfléchissez bien à toutes les définitions de tous les trucs qui apparaissent. Et après, vous voyez, comme on est dans le truc technique de démonstration, il faut montrer une égalité. Une égalité, c'est une double inclusion, et donc c'est une double implication. Si vous avez un truc dans le premier, alors il est dans le deuxième, et vice-versa. Et donc, si vous voulez, ces implications, vous pouvez les montrer par l'absurde, ou par contraposé, ou comme vous voulez. D'accord? Bon, je vous laisse un peu réfléchir, et puis après, on corrige. On ne va pas passer 3 heures, parce que vous étiez censé y réfléchir un peu chez vous. Si jamais vous avez terminé, après, on va faire l'exo 5.
Oui, c'est une intersection, c'est pas ça peut pas être un... oui, parce que c'est des ensembles. Alors, quelqu'un me dit, je ne comprends pas par où commencer ce genre de calcul. Il faut commencer par écrire les définitions, comme j'ai dit. Donc vous écrivez qu'est-ce que c'est f de A, qu'est-ce que c'est f de A inter B. Je vais les mettre à droite parce que c'est l'ensemble de droite. Ensuite, vous écrivez ce que c'est f moins 1 de B. Vous écrivez ce que c'est A intersecté avec f moins 1 de B. Et puis, vous réfléchissez à f de A intersecté avec f moins 1 de B. C'est ce que j'ai dit. Vous écrivez les définitions. Et après, vous prenez un ensemble, un élément qui est dans le premier, y, et vous montrez qu'il est dans le deuxième. Et vice-versa. Donc une double implication. Alors, qu'est-ce que c'est f de A? On va corriger. Hein. Qu'est-ce que ça fait f de A? Par définition. Ouais, bon, Je vais bien essayer vu que j'ai du mal. allez-y. F de A, c'est x, x appartient à, à E tel que, ouais, je sais pas la suite. Non, alors attention, f de A, c'est l'image de A par grand F. Donc déjà, c'est pas dans E, c'est dans grand F. C'est plutôt l'ensemble des Y dans grand F, tel que quoi. Allez, les autres, est-ce que vous pouvez l'aider? J'ai ouvert mon micro. Hein, Ouais, bah allez-y. Tel que il existe un x dans A, Oui, tel que f de x appartienne à... Enfin, tel que f de x égale y. oui. Voilà. C'est plutôt ça. Hein. Donc, attends, je relis la conversation. Ouais, il existe E dans A, tel que f de x égale Y. Voilà, c'est ça l'image. Donc, quand on l'intersecte avec B, qu'est-ce que ça donne du coup? L'ensemble des Y en F, tel que quoi? Quelles sont les deux conditions? Tel qu'il existe x appartient à A, Oui, que f de x est égal y, oui. et faut dire que f de x, est inclus ou égal à B. Alors attention, il ne peut pas être inclus ou égal dans AB vu que ce n'est pas un ensemble, c'est un élément. Il doit appartenir à B. Oui. Voilà, donc c'est ça l'ensemble f de A inter B. Okay, c'est l'ensemble des x dans A, tel que f de x égale y et f de x égale B. Ok. Bon. Maintenant, allons de l'autre côté. F-1 de B, c'est quoi? Donc cette fois-ci, c'est x appartient à E, Oui. tel que il existe y appartient, non, tel que, tel que f, attendez, ça prend l'image, tel que f de x, non, si, Alors, est-ce que quelqu'un peut
Aider. Les autres. f de Oui. x inclus appartient à B. Non, il ne peut pas être inclus. Non, j'ai Pas dit un appartient. ensemble. Il est inclus, mais... Oui, j'ai dit Euh, inclus, après j'ai mis après j'ai dit appartient. J'étais trompé. Bon, peu importe. En tout cas, il doit appartenir à B. Voilà. Donc ça, c'est f-1 de B. Du coup, qu'est-ce que c'est A intersecté avec f-1 de B? Mais du coup, c'est x appartient à E, tel que f de x appartient à B. Oui. Et, et du coup, c'est de, f de x appartient à A. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que f de x peut appartenir à A? F Non, de c'est x, il est... f de moins 1 de x appartient à A. Non, attention, il n'y a pas non plus de f-1 de x. Non, je pense que vous... Faut pas paniquer, hein, c'est pas... C'est juste un TD. Non, c'est juste x dans A. f-1 de x, ça n'a pas non plus de sens, parce que f, on ne sait pas si c'est une bijection, donc on ne peut pas faire f-1 d'un élément. À la limite, on pourrait faire f-1 d'un ensemble, mais par contre, bon, x, c'est pas un ensemble, mais imaginez, on prend le singleton x. Le singleton x, il n'est pas inclus dans grand F. Donc, on ne peut pas faire f-1 de grand x. Alors, donc, c'est juste, en fait, grand A inter f-1 de B. Si vous voulez, on peut l'écrire en deux étapes. C'est l'ensemble des x dans E tel que x est dans grand A et x est dans f-1 de B. Tout simplement. Et du coup, ensuite, maintenant, x appartient à f-1 de B, ben, on l'écrit, ça fait f de x appartient à grand B. Bon. Et alors, du coup, le dernier, f de grand A inter f-1 de grand B. Mais du coup, c'est pour y appartient à f, Ouais. tel que euh, tel que il existe Oui. x qui appartient à A, x appartient à A tel que f de x égale y, Oui. et il existe x appartient à A, tel que euh, tel Là, que non, j'ai du mal là. voilà, on va faire étape par étape, parce que là, on ne va pas y arriver sinon. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui parle dans le chat. Attendez, donc je vais finir ce truc-là et puis ensuite je réponds à votre question, ok? Bon, on fait étape par étape. F de quelque chose, c'est l'ensemble des y dans grand F, tel que il existe x appartenant à A inter f-1 de B, tel que f de x égale y. C'est la définition. Vous prenez la définition qui est dans le cours ou je ne sais pas quoi, et vous la copiez-collez, vous remplacez juste l'ensemble qui est là par l'ensemble qui est là. Alors attendez, dans le chat on me demande pourquoi à droite, pour B, on a mis f de x appartient à B, alors qu'à gauche pour le A, on a juste mis x appartient à A. Parce que, en fait, si vous voulez, là, j'ai fait un petit raccourci, ce f de x, en fait, c'est y. C'est ce y qui est là. Alors que ici, c'est x. Mais là, à droite, j'ai fait le raccourci de dire que y, en fait, c'est f de x. En listant ça. Ok? C'est la variable qu'on est en train de regarder appartient à un grand B. Et comme la variable, c'est f de x, j'ai mis en... J'ai dit que c'était la même chose. Bon, je reviens au truc ici. Enfin, est-ce que ça va du coup? Désolé, j'essaye d'aller vite, mais je demande quand même, est-ce que ça va? Bof, oui, merci. Ok.
Bon, si ça va pas, après vous pouvez potasser chez vous. Hein. Je peux pas passer un quart d'heure sur chaque exo. On continue. L'ensemble des Y dans grand F. Donc, vous voyez, on fait étape par étape. On a F de quelque chose, on remplace par la définition de F de quelque chose. Et ensuite, on a grand A inter F moins 1 de B. Bah, du coup, on remplace par ce qu'on vient de trouver. C'est-à-dire, il existe X dans grand E, tel que plein de choses. F de X égale Y, ça on le garde. Et ensuite, on sait que on doit avoir X qui est dans A inter F moins 1 de B. Donc, X appartient à A et F de X appartient à B. Bon. Mais du coup, vous pouvez comparer ces deux trucs-là. C'est complètement la même chose. C'est l'ensemble des Y dans IF, tel que X est dans A, parce que s'il est dans E et qu'il doit être dans A, bah, c'est la même chose que être dans A. Donc c'est l'ensemble des Y dans grand F, tel qu'il existe X dans A. Et ce truc-là, je le mets là, tel que F de X égale Y, et F de X appartient à grand B. Et vous voyez, du coup, on retombe exactement sur la même chose. Donc ça, c'est vraiment le genre d'exo où vous revenez aux définitions et vous écrivez les choses proprement et de manière systématique et ça marche. Bon, on va faire l'exo 5. Après, on va faire un petit peu de cours sur les récurrences et puis après, on va faire quelques exos sur les récurrences. Voilà. Alors, l'exo 5, soit F et j'ai deux applications. Bon, la première question, montrer que si G rond F est injective, alors F est injective. Bon, donc vous voyez, vous devez montrer un ceci alors, c'est ce qui s'appelle une implication. Donc, il ne faut pas hésiter, vous pouvez le montrer. Attendez, je finis de dire ce que je suis en train de dire. Vous pouvez montrer soit la preuve directe, soit par contraposé, soit par l'absurde. Vous avez le choix. Alors, on me demande dans le chat, du coup, il n'y a même pas besoin de détailler la preuve. Bah, en fait, on l'a détaillé, la preuve. On a écrit explicitement ce qu'étaient les ensembles, et on a montré qu'ils étaient égaux. Ils ont la même définition. Donc, c'est ça la preuve. Hein, c'était pas... bon, ce qu'on a fait, ça peut paraître trivial, mais en fait, enfin, écrire les définitions, ça fait partie de la preuve. Bon, allez, on passe à l'exo suivant. Donc, montrer que si G rond F est injective, alors F est injective. Voilà. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez montrer par raisonnement direct, par contraposé ou par l'absurde. Réfléchissez à ce qui est le plus pertinent. Là. Bon, les trois marchent, hein, en fait, mais choisissez ce que vous préférez.
Donc, voilà, si vous êtes bloqué, hein, je ne sais pas si vous en êtes, mais écrivez les définitions de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire f est injective? Qu'est-ce que ça veut dire g rond f est injective? Et donc, vous pouvez noter qu'à chaque fois, vous avez deux définitions possibles. Une définition où c'est x égale x' entraîne blablabla. Une définition où c'est f de x égale f de x' entraîne blablabla. Et après, vous regardez comment ça se met les uns avec les autres. Voilà, bon, alors, injectif. Regardons, qu'est-ce que c'est f est injective? On l'avait dit tout à l'heure, c'est pour tout x, y dans grand F, dans grand E. Si f de x égale f de y, alors x égale y. Qu'est-ce que c'est g rond f est injective? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Bon. Vous êtes là encore ou... La question, c'est comment on pourrait écrire g rond f est injective? Soit de cette manière, soit de l'autre. Pour tout x, y dans E, x différent de y entraîne f de x différent de f de y. Alors, qu'est-ce que ça donne pour g rond f? Alors, on me dit la même chose en remplaçant E par F et X par F de X. Alors, attention. Effectivement, il y a un moment, il faut remplacer X par F de X et tout ça, mais par contre, c'est toujours... G rond F, c'est une application qui va de quoi dans quoi? C'est quoi la source? Non, attention, c'est pas de grand F dans grand G. Donc, justement, si vous voulez, G rond F, c'est l'application qui marche comme ça. Elle part de grand E, elle fait F, elle arrive dans grand F, et ensuite elle fait G. Et elle arrive dans grand G. Voilà. Et qui a X va associer d'abord F de X, et puis comme dit votre camarade, du coup, à la fin, ça fait G de F de X. Alors, il ne faut pas se tromper. G rond F de X, c'est G de F de X. Donc la source, c'est grand E, et le but, c'est grand G. Donc le truc, c'est pour tout x, y dans grand E, si G de F de X égale G de F de Y, alors X égale Y. OK? Bon, et la contraposée, c'est pour tout x, y dans grand E,
si x est différent de y, alors g de f de x est différent de g de f de y. Voilà. Donc, il faut montrer que ce qui est à gauche, donc pas ça, hein, ça c'est juste... voilà. Donc, ce qui est à gauche implique ce qui est à droite. Donc, on va le faire de deux manières. Une manière avec le raisonnement direct et une manière avec la contraposée. Alors, comment est-ce qu'on pourrait commencer? On doit montrer une implication. Donc, comment on fait? Voilà, on suppose que P est vrai, on montre Q. Donc, pour la rédaction, on fait exactement ça. On suppose que pour tout x, y, en grand E, alors laquelle des deux? Disons le raisonnement direct, g de f de x égale g de f de y entraîne x égale y. Donc ça, c'est l'hypothèse. D'accord? Il faut vraiment être clair, parce que là, il y a plein d'hypothèses et de conclusions qui traînent. Parce que dans l'hypothèse, il y a elle-même l'hypothèse et une hypothèse et une conclusion. Et la conclusion va aussi avoir une hypothèse et une conclusion. Donc montrons que pour tout x, y dans grand E, f de x, f de y entraîne x égale y. Ça, c'est la conclusion. Bon. Vous voyez, il faut être vraiment très systématique. Il ne faut pas se laisser embrouiller. On veut montrer l'implication en rouge, là. Donc, on suppose que l'hypothèse est vraie, on montre que la conclusion est vraie. D'accord? Donc, l'hypothèse, c'est ça, la conclusion, c'est ça. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est la conclusion. C'est pour tout x, y dans grand E, x égale f y entraîne x égale y. Ça, c'est à quelle forme? C'est quoi comme type de proposition? À la conclusion, elle a quoi comme forme? Le truc qu'on veut montrer. Alors, ce n'est pas tout à fait une implication. Il y a une implication dedans, mais elle est à l'intérieur d'un autre truc. Elle est à l'intérieur de quoi? Vous voyez, j'ai mis des parenthèses. Bon, on n'est pas obligé de les noter, les parenthèses, mais peut-être c'est plus clair. Il y a quoi tout au début de la proposition? Ce petit symbole bizarre que je viens d'entourer, c'est quoi? Voilà, c'est un pour tout. C'est un quantificateur universel. Donc, si on fait les choses bien comme il faut, ce qu'on veut montrer, c'est une proposition avec un quantificateur universel. Oui, alors il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est une implication qui implique une implication. Bah, pas tout à fait en fait, parce que justement, c'est un truc universel qui implique un truc universel. Et dans les deux trucs universels, il y a des implications. Donc faut pas... vous voyez, la forme que ça a, c'est pour tout quelque chose, P de quelque chose entraîne Q de quelque chose, entraîne pour tout quelque chose, P' de quelque chose entraîne Q' de quelque chose. Vous voyez, et puis si on met des parenthèses bien partout, c'est pour tout entraîne pour tout, mais dans chacun des pour tout, il y a des implications. Il ne faut pas oublier, c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Donc, notre hypothèse, il y a un pour tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vouloir se servir de l'hypothèse, on va pouvoir prendre n'importe quelle variable qu'on veut. Le truc qui est à l'intérieur, ça va toujours être vrai.
C'est comme ça qu'on peut servir de l'hypothèse. Par contre, pour montrer la conclusion, comme c'est un pour tout, il faut prendre x et y quelconque et montrer l'implication. D'accord? Donc, prenons, comme c'est un quantificateur universel, c'est ça qu'il faut faire. On doit prendre x et y quelconque et montrons que f de x égale y entraîne x égale y. Ok? Il faut vraiment décortiquer le truc jusqu'au bout. Il ne faut pas commencer à arriver à regarder tout ce qui est tout à la fin, ce qui est au début, ça compte aussi. Là, c'est un truc universel, donc pour la rédaction, il faut vraiment écrire, on prend x et y quelconque et on va montrer ça. D'accord? Bon. Du coup, maintenant, c'est quoi ce qu'on veut montrer? Ça a quelle forme? Ce qu'on veut montrer là, c'est quoi? C'est une implication. Donc maintenant, on veut montrer une implication. Donc comment on fait pour montrer une implication? Eh bien, c'est comme tout à l'heure. On suppose que l'hypothèse est vraie et on montre que la conclusion est vraie. Il y a imbriquer les uns dans les autres. Si vous voulez, je peux faire des décalages à chaque fois. Donc, maintenant, on veut montrer ça. C'est une implication. Donc, supposons que f de x égale f de y. Montrons que x égale y. Vous voyez comment ça marche pour décortiquer le truc? C'est une habitude à prendre. Il faut vraiment, quand vous lisez les énoncés, c'est ce travail qu'il faudra faire au début. Il faudra se dire, voilà, je sais ça, je veux montrer ça. Bon, ça vient au fur et à mesure en pratiquant, hein. C'est pas en un claquement de doigts. Mais... Alors du coup, maintenant, il faut récapituler tout ce qu'on sait. On a les hypothèses, donc c'est les trucs que je vais faire en rouge. Ça, c'est une hypothèse. On sait que c'est vrai. Et ça, c'est une hypothèse. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est ce qui est en vert, là, x égale y. Et alors, pour ne pas se faire embrouiller, vous voyez, cette hypothèse, c'est un quantificateur universel, donc il y a des variables liées, donc j'ai le droit de les appeler comme je veux. Donc je peux les appeler x', y'. Comme ça, on ne les confond pas avec les x et les y qui sont dans la deuxième hypothèse. Donc nous, on sait deux choses. On sait d'une part que x égale y, où x et y, c'est des trucs quelconques qu'on a choisis. Et on sait que si je prends x' et y' quelconques, alors si g de f de x' égale g de f de y', alors automatiquement x' égale y'. Donc, qu'est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire maintenant? Alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans le chat, et là on sait que f est injective, donc on peut directement dire que x égale y. Alors attention, on ne sait pas encore que f est injective. Nous, ce qu'on sait, c'est que g rond f est injective. Donc, c'est ce qui est en rouge ici, que si x' égale y, si g de f de x' égale g de f de y', alors x' égale y'. Alors, maintenant, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a écrit « on met g de part et d'autre ». Effectivement, on sait que f de x égale f de y. Donc, on met g de chaque côté, ça fait que g du truc de gauche est égal à g du truc de droite. Alors, vous avez deux éléments qui sont égaux, bah, leur image par une application sont égales. Donc ça, on a utilisé l'hypothèse numéro 2. Donc on sait, là j'ai utilisé le 2. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire?
Ouais, ouais. On a noté que donc, enfin, G de f de x était injective. Donc, grâce à ça, on sait que si G de f de x égale G de f de y, x est égal y. Oui. Donc ça, c'est l'hypothèse 1, justement. Je voulais dire, on va utiliser l'hypothèse 1. Grâce à l'hypothèse 1, grâce à 1, on en déduit que x égale y. Voilà. Et c'est justement ce qu'on voulait montrer. Ça, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est 3. Et donc là, on a gagné. On a supposé l'hypothèse, on a montré la conclusion. Mais vous voyez, ça a été tout un travail de vraiment décortiquer le truc. On a une hypothèse, on a une conclusion. Pour montrer la conclusion, c'est un quantificateur universel, donc il faut prendre des éléments quelconques et montrer que c'est vrai. Maintenant, le truc qu'on veut montrer qui est vrai, c'est cette implication qui est là, entre 2 et 3. Donc, pour montrer que cette implication est vraie, on suppose que 2 est vrai, et on montre que 3 est vrai. Et puis, après tout ce travail un peu formel de décortiquer le truc, c'est là qu'on commence à réfléchir. On suppose que 2 est vrai, donc on a tel truc, donc grâce à l'hypothèse 1, on a autre chose. Et ce autre chose, bah, c'est justement ce qu'on voulait. Et maintenant, on a gagné. OK? Bon. Voilà. Bon, là, on va commencer à manquer un peu de temps, mais bon. Ce que vous pouvez faire pour la semaine prochaine, c'est la question 2. Donc, que si G rond F est surjective, alors G est surjective. Bon. Donc, vous faites le même genre de raisonnement. Vous écrivez la définition de ce que c'est additif, vous le décortiquez bien comme il faut, vous voulez montrer une implication, donc il faut faire ci, donc il faut faire ça, vous essayez de l'écrire proprement, et puis la semaine prochaine, on le corrige. Voilà. Alors, est-ce qu'avant qu'on passe à la suite, il y a des questions là? Ouais, allez-y. Juste dans la démonstration qu'on vient de faire, Oui. on a pris une partie de la conclusion comme hypothèse finalement. Alors attention, non, non. Enfin, oui et non. C'est parce que dans la conclusion, c'est elle-même une implication. Oui. Donc, c'est un travail en plusieurs étapes. La conclusion qu'on veut montrer, c'est un truc universel. Donc, on prend x et y quelconque et on veut montrer qu'une certaine implication est vraie. Et du coup, pour montrer qu'une implication est vraie, là, on applique ce que j'ai appelé le raisonnement direct en cours. C'est-à-dire, on suppose que l'hypothèse est vraie, mais c'est l'hypothèse de la conclusion. Mais OK, on veut montrer que la conclusion est vraie, c'est une implication. Donc, on fait le raisonnement direct, on suppose que son hypothèse est vraie, et on montre que sa conclusion à elle est vraie. D'accord. Et si ça, on arrive à le faire, ça veut dire que toute la conclusion, le gros bloc, donc ce truc que j'ai appelé conclusion, là, est vrai. Et du coup, le x et y, c'est les mêmes que le x' et y'? Alors oui et non. Enfin, formellement, c'est deux propositions différentes, et x et y n'ont aucun rapport entre eux. C'est pour ça que je les ai appelés x' et y'. Mais on peut appliquer la proposition rouge à x' égale x et y' égale y. D'accord. Merci. Ça va pour tout le monde? Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Ah, alors... Non, ça va? C'est bien. Bon, alors on va faire un petit peu de cours maintenant. Bon, il y en a pour 5 minutes. C'est quelque chose que vous connaissez, mais je vais revoir un petit peu. Bon, c'est le dernier type de raisonnement. La semaine dernière, on avait fait raisonnement direct, raisonnement pour faire les quantificateurs universels et tout ça, contraposé, raisonnement par l'absurde.
il y a un dernier type qui est le raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence, ça permet de montrer qu'une proposition P de n est vraie pour tout n grand n. Donc, en fait, ça permet de montrer, donc plus précisément, permet de montrer une proposition du type pour tout n grand n, P de n. D'accord? Quand vous avez une proposition de ce type-là, un type de raisonnement que vous pouvez utiliser, c'est le raisonnement par récurrence. Et il fonctionne, enfin, il marche, il se rédige de la manière suivante. Il y a plusieurs étapes. Première étape, on écrit la proposition P de n. Voilà, c'est une certaine proposition. Alors là, il faut faire très attention à un truc. Vous voyez, le pour tout, il n'est pas dans la proposition P de n. D'accord? Je vais faire l'exemple après, vous verrez. Le pour tout, il est en dehors de P de n. Donc la proposition qu'on veut montrer qui est vraie pour tout n, ce n'est pas pour tout n, blablabla. Alors, ça n'a pas de sens. Parce que P de n, vous voyez, n, c'est une variable libre ici. On ne peut pas remettre un pour tout n. Il y a un problème de notation. Bon. Et en tout cas, vous verrez dans la rédaction, c'est important de ne pas commencer à mettre le pour tout dans le P de n. Bon, je vais faire un exemple juste après, vous verrez peut-être mieux. Donc, on écrit la proposition, ça c'est l'étape 0 si vous voulez, et puis après il y a 3 étapes. Ensuite, il y a l'initialisation. On montre que P de 0 est vrai. Ensuite, il y a l'hérédité. On montre que pour tout n dans grand N, P de n entraîne P de n plus 1. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important que le pour tout ne soit pas dans le P de n. Parce que là, on fait un pour tout, et P de n, c'est l'hypothèse, et P de n plus 1, c'est la conclusion. Donc concrètement, ça va se rédiger d'une certaine manière que je vais écrire après. Bon, et puis après, il y a la conclusion, où là, il n'y a rien à dire, mais enfin, c'est juste, il faut conclure. Conclusion, on peut conclure que pour tout n, P de n est vrai. Donc, ce qui est vraiment important de noter, parce que je pense que la récurrence, vous avez tous vu ça au lycée, je pense, mais ce qui est vraiment important quand vous allez rédiger, c'est que ce pour tout là qui est là, il n'est pas dans P de n. Et donc, quand on va montrer P de 0, on va le montrer pour un n fixé. Et pour l'hérédité, on va supposer que P de n est vrai pour un seul n qui est fixé, parce qu'on veut montrer un quantificateur universel. Donc, on choisit un n qui est fixé et on montre que cette implication est vraie. Et pour montrer qu'une implication est vraie, on suppose l'hypothèse, on montre la conclusion. Et si on arrive à faire tout ça bien proprement, on va montrer que c'est vrai pour tout n. Donc, exemple. Montrons que pour tout n dans grand N,
2 puissance n est strictement supérieur à n. D'accord? Donc, étape 0, on définit la proposition P de n. C'est quoi? C'est 2 puissance n est strictement supérieur à n. Et vous voyez, là, je n'ai pas mis de pour tout dans la proposition P de n. Hein, la proposition P de n, elle dépend de n, et c'est pour un n fixé, la proposition dit juste 2 puissance n est strictement supérieur à n. Ensuite, il y a l'étape 1, l'initialisation. Montrons que P de 0, donc c'est-à-dire que 2 puissance 0 est strictement supérieur à 0, est vrai. Bon, bah là, c'est à peu près évident. Hein. 2 puissance 0, ça fait 1, et c'est bien strictement supérieur à 0. Ok. Bon, en général, l'initialisation, c'est le plus facile. Mais il ne faut pas l'oublier. Hein, parce que si vous ne faites pas l'initialisation, ce n'est pas suffisant de montrer l'hérédité. Bon, et pour l'hérédité, c'est là que c'est vraiment important de bien rédiger comme il faut, parce que si vous ne rédigez pas comme il faut, vous risquez d'écrire des bêtises, de supposer que ce que vous voulez montrer est vrai, et puis de le montrer. Voilà. Ce qui est important de noter ici, c'est que le pour tout, il est à l'extérieur de l'implication. Ce qu'on montre, ce n'est pas pour tout n P de n implique pour tout n P de n plus 1. C'est pour tout n, P de n implique P de n plus 1. D'accord? Vous voyez bien la différence entre les deux? Entre ça et ce qu'il ne faut surtout pas faire, pour tout n P de n entraîne pour tout n P de n plus 1. Parce que ça, c'est toujours vrai en fait. Ça n'a pas de valeur. C'est vraiment, pour chaque n, il faut montrer... Bon, attendez, je vais le laisser et puis je vais le barrer. Donc pour l'hérédité, la manière de rédiger, c'est on choisit un n en grand N fixé. On suppose que P de n est vrai. Et on va montrer que P de n plus 1 est vrai. D'accord? Donc, vous voyez, n, et on suppose que P de n est vrai. Donc là, on va choisir, donc, je réécris la même chose, mais avec le P de n qu'on s'est donné. On choisit n dans grand N. On suppose que 2 puissance n est strictement supérieur à n, et on va montrer que 2 puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Vous voyez, ce qui est vraiment, j'insiste, hein, je radote, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment hyper important. On ne suppose pas que pour tout n, P de n est vrai, parce que sinon, bah, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, on ne va pas commencer à le supposer, sinon il y a une boucle logique, on est en train de supposer que notre conclusion est vraie. Donc, on suppose que 2 puissance n est strictement supérieur à n, et on montre que 2 puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Bon. Bah, pour le faire, bah, on n'a que 2 puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance n, donc c'est 2 puissance n plus 2 puissance n. Donc ça, par hypothèse de récurrence, c'est supérieur à n, plus 2 puissance n, et ça, c'est bien toujours strictement supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est supérieur à n plus 1. Et donc, c'est bien ce qu'on voulait montrer. Et puis, on termine par la conclusion. Conclusion. Pour tout n dans grand N, 2 puissance n est strictement supérieur à grand N. Allez. Bon, voilà. Ça va pour tout le monde, la récurrence?
Bon, je sais que vous l'avez déjà vu avant, mais ce qui est important, c'est de le rédiger bien proprement. C'est vraiment important de ne pas écrire des horreurs du style... attendez. C'est vraiment important de ne pas écrire des horreurs du style on suppose que de puissance n est strictement supérieur à n, et on va montrer que pour tout n, de puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Parce que ça, en fait, vous êtes en train de supposer que votre conclusion est vraie. Et là, il y a un problème, ça ne marche pas. Votre question, c'est quoi? On peut le faire aussi pour 2 puissance n supérieur à n plus 1. En fait, ça veut dire de partir de l'hypothèse et après on multiplie par 2 de part et d'autre et après on fait le même raisonnement en fait. C'est ce que j'ai fait, non? J'ai fait 2 puissance n plus 1 égale 2 fois 2 puissance n. Oui, mais en fait, oui, vous avez... Enfin, oui. Non, mais c'est pareil, oui. Dans tous Ouais. les cas, Ok. c'est la même chose. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la forme du truc? Non? Bon, vraiment, j'insiste, hein, je ne veux pas voir dans les copies, on suppose que pour tout n, P de n, et puis on va montrer que pour tout n, P de n. Là, il y a un problème de logique si vous faites ça. Bon, on va faire quelques petits exos là-dessus. Par exemple, l'exo 7. Donc, prouver que pour tout n dans grand n, la somme pour k allant de 0 à n de k fois 2 puissance k est égale à n-1 fois 2 puissance n plus 1 plus 2. Voilà. Bon. Tout le monde est familier avec la notation somme. Donc ça, c'est égal à 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 2 fois 2 puissance 2, plus blablabla, plus n fois 2 puissance n. Ouais. OK. Donc, essayez de montrer cette égalité par récurrence. Donc, rappelez-vous, si on veut, il y a 4 étapes. Première étape, vous posez la proposition que vous voulez démontrer. Deuxième étape, vous montrez l'initialisation. Troisième étape, l'hérédité. Quatrième étape, la conclusion. Donc, allez-y, je vous laisserai un peu réfléchir et puis ensuite, je vous montrerai comment on peut rédiger ça
Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la proposition P de n? Non, c'est pas normal si c'est faux dès l'initialisation, mais bon, on va... attendez, hein, je sais pas si vous avez bien... Mais là, c'était un plus. Hein. Ouais. Ok, là c'est bon, oui. Quand vous mettez le plus, c'est bon. C'est juste c'était le moins qui cause un problème. Ah d'accord, oui, bah désolé, mon plus ressemblait à un moins, je l'ai fait comme ça, mais c'était un plus. Bon. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la proposition P de n? Voilà. C'est tout ce qu'il y a après le pour tout. Hein. Donc, c'est la proposition, c'est somme k égale 0 à n de k fois 2 puissance k égale n-1, 2 puissance n plus 1 plus 2. Voilà. Donc, commençons par faire l'initialisation, c'est le plus facile. Donc, ça, maintenant que c'est corrigé, vous avez tous réussi à le faire, je crois. L'initialisation. Soit n égale 0. P de 0, c'est quoi? C'est la somme pour k allant 0 à 0 de k fois 2 puissance k égale 0 moins 1 fois 2 puissance 0 plus 1 plus 2. Alors ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est la somme pour k allant de 0 à 0, donc ça fait 0 fois 2 puissance 0 qui fait 0. Et ça fait moins 2 puissance 1 plus 2, donc ça fait 0. Donc, c'est OK. Alors, l'hérédité. Vu que je veux que tout le monde la rédige proprement, est-ce que vous pouvez me dire comment il faut rédiger pour l'hérédité? Vraiment comme si vous deviez l'écrire. Oui, désolé, il y avait c'était mal écrit, le plus ressemblait à un moins. Mais c'était un plus. Alors, l'hérédité. Comment est-ce qu'il faut écrire le début de l'hérédité? Monsieur, ouais. Attendez, parlez plus fort. Allô? Oui, Alors moi j'aurais marqué, oui. supposons que pour tout n appartient à grand N, P de n est vrai. Donc, non, alors attention, là vous faites exactement ce que j'hésite pas à faire. Vous avez dit, supposons que pour tout n dans grand N, P de n est vrai. Donc là, en fait, vous êtes en train de supposer que ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire que pour tout n dans grand N, P de n est vrai. Donc à partir de là, Ouais. vous pourrez toujours... Donc non. C'est supposons que pour un n dans grand N fixé, P de n est vrai. Là, vous avez fait exactement ce que j'hésite pas à faire. Non, mais c'est parce que ce que j'avais appris comme rédaction du coup. Bon. Ouais. C'est pas ça. Non, il faut supposer que pour un n fixé, P de n est vrai. Parce que, enfin, comprenez bien, j'insiste encore une fois, hein, et c'est pour tout le monde ça, parce que c'est vraiment une erreur qui est hyper fréquente. Mais si vous supposez que P de n est vrai pour tout n, bah, il n'y aurait plus rien à faire en fait. Ce qu'on veut montrer, c'est que pour tout n, P de n est vrai. Si vous le supposez, bah, c'est tout, c'est gagné. Mais on n'a pas montré grand-chose. On a juste montré que si pour tout n, P de n est vrai, alors pour tout n, P de n est vrai. Mais on n'a pas montré enfin, on n'a pas montré ce qu'on voulait. Non, donc là, il faut fixer un n, et on suppose que P de n est vrai. Donc on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire que la somme pour k allant de 0 à n de k fois 2 puissance k égale n-1 fois 2 puissance n plus 1 plus 2. Et montrons
que P de n plus 1, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k fois 2 puissance k égale n fois 2 puissance n plus 2 plus 2. Ok? Donc, allez-y. Oui? Est-ce qu'on peut tout simplement noter, suppose la propriété était vraie au rang n plus 1? Ça marche comme phrase ou pas, ça? Oui, 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 on peut rédiger comme on veut. Moi, là, j'écris explicitement la propriété, mais vous pouvez écrire quelque chose du style, supposons que la propriété est vraie à un rang n fixé, et montrons qu'elle est vraie au rang n plus 1. Voilà. Ce qui est vraiment important que vous écriviez, c'est qu'il y a un rang n qui existe et qui est fixé, que vous l'avez choisi. Que ce n'est pas pour tout n que c'est vrai, et que du coup, on va le montrer que c'est vrai pour tout n plus 1. OK? Après, le reste, vous rédigez à peu près comme vous voulez. Mais c'est vraiment ça, ce point-là qui est important. Bon, là, essayez de terminer là, sur les 4 minutes qui restent. Bon. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à montrer l'hérédité? Bon, c'est un peu mitigé. On va attendre encore quelques minutes et puis on va corriger. Oui, je vais corriger, j'attends encore un tout petit peu et puis histoire que tout le monde ait eu le temps d'essayer. Voilà, bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la réponse en privé. Alors effectivement, ça marche. Bon, je vais l'écrire parce que là, il va être l'heure. Donc, on fait la somme pour k allant de 0 à n plus 1 de k fois 2 puissance k. Bah, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est que c'est la somme des n premiers termes et le dernier. Donc, c'est la somme des k de puissance k jusqu'à n plus le terme de rang n plus 1. Okay. Bon. Et du coup, ça nous donne quoi? Par l'hypothèse de récurrence, ça fait n-1 fois 2 puissance n plus 1 plus 2 plus n plus 1
fois 2 puissance n plus 1. Maintenant, on peut factoriser par 2 puissance n plus 1. Ça fait n moins 1 plus n plus 1 fois 2 puissance n plus 1 plus 2. Ce qui fait 2n fois 2 puissance n plus 1 plus 2, ce qui à la fin fait n fois 2 puissance n plus 2 plus 2. Et c'était bien ce qu'on voulait montrer. C'était là. Donc, on a réussi à montrer l'hérédité. On l'a supposé que c'était vrai pour un rang n fixé, et on a montré que c'était vrai au rang suivant. Conclusion. Et c'est là maintenant qu'on peut avoir le pour tout n. Pour tout n dans grand N, somme pour k allant de 0 à n de k fois 2 puissance k, ça fait n moins 1 de puissance n plus 1 plus 2. Et voilà, on a gagné. Voilà. Bon, pour la semaine prochaine, vous pouvez aussi essayer de regarder l'exo suivant, qui est exo 8, à savoir montrer que la somme pour k allant de 0 à n des k au carré, ça fait n, n plus 1, n plus 2 sur 6. Voilà. Essayez de faire un peu le même type de raisonnement qu'on vient de faire. Voilà. Bon, là, il est l'heure. Du coup, est-ce qu'il y a des questions avant que j'arrête la séance? Non, ça va? Les autres aussi? Ça va? Bon. Bon, bah alors s'il n'y a pas de questions, bon, alors déjà j'arrête l'enregistrement.